l'idée de l'ensemble de cette journée, c'est à la fois d'accompagner, comme les enfants de cinéma l'ont souhaité, ce moment qui, tout le monde le comprend bien, en tant que tel, n'est pas heureux. Hein, c'est la fin qui pas voulue d'une magnifique aventure qui a été celle... Ça marche pas, le truc donc qui va s'interrompre, mais de le faire comme les enfants de cinéma ont fait ce qu'ils ont fait pendant ces décennies d'activité, c'est-à-dire dans la générosité, dans le partage et de manière tournée vers l'avenir. Et donc, nous allons commencer la journée avec les amis des enfants de cinéma qui vont revenir dire sur quoi nous nous appuyons et en référence à quoi nous allons passer cette journée avec Ginette Dissler et Carole Desbarins. Comme ça a été dit, on attendait Alain Bergala. Alain fait quelque chose d'absolument pas original en ce moment, et il a la grippe. Et donc il est au fond de son lit au lieu d'être avec nous. On le regrette beaucoup. C'est évidemment une figure centrale de toute et la pensée et l'action qui a traversé toutes ces 35-40 ans maintenant d'agissement dans les pratiques de partage et de transmission du cinéma. Et puis ensuite, je ne vais pas vous redérouler tout le programme, il est imprimé, il est explicité sur cet endroit auquel je vous convie d'aller voir. C'est sur le site du festival Premier Plan, la page dédiée à cette journée. C'est pas juste le programme, il y a des documents qui correspondent à l'ensemble de à l'ensemble des moments qui vont se succéder ici. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, ou si vous pouvez le partager, qui sont une sorte d'extension ou de développement des réflexions qu'on va avoir collectivement pendant toute cette journée, qui ont été fournies par les intervenants. On a à l'image, en gros, le déroulement de la matinée. Et juste, je voudrais seulement ajouter tout de suite que l'ensemble de ce qu'on essaye de faire aujourd'hui ne se veut pas... Ça s'est retrouvé à la fin, malgré moi. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'empêcher et j'ai échoué. Et ça s'est retrouvé appelé colloque. Je n'avais pas envie que ce soit un colloque. En tout cas, si colloque se traduit par la succession à une tribune de personnalités évidemment extrêmement éminentes et qualifiées qui viennent les unes après les autres nous éduquer ou nous transmettre leurs connaissances. Il y aura de ça, mais je souhaite de tout cœur qu'il n'y ait pas que ça, et que ce soit le plus possible de la circulation de parole, des échanges, des interventions, au cours des interventions collectives des autres invités qu'au moment qui leur est spécifiquement dédié, et de l'ensemble des personnes présentes, qu'elles soient, quel que soit leur statut, et qu'on fasse ça à la fois de manière la plus fluide possible tout au cours de la matinée, et en tout cas au terme de cette matinée, avant de se séparer à l'heure du déjeuner, avant de se retrouver cet après-midi, qu'on remette sur l'établi ce qui se dit, et peut-être aussi ce qui ne se dit pas, et qu'on ait quelque chose de plus dynamique et de plus fluide que juste une succession de prises de parole. Mais pour l'instant, on va commencer donc par ce moment qui est fondateur de cette journée. La journée naît de cette proposition-là, avec les deux représentantes d'enfants de cinéma, Ginette Dissler, qui les a créés. Je la vois pas, Ginette, voilà.
Et Carole Desbarats, qui a joué un rôle central. Hein, où tu te sens bien. Alors, les fauteuils noirs, c'est ça? Où tu te sens bien. Si tu n'écrases pas mon ordinateur. Non. Voilà. La parole est à Ginette. Bien, bonjour. Eh bien, je suis désolée, moi je suis quelqu'un qui prend des notes. Je suis obligée d'un petit peu lire. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser, donc par avance. D'abord, évidemment, une pensée très très amicale à mon amie Geneviève Troussier, présidente des Enfants de Cinéma, qui a initié avec les membres du bureau de l'association, je tiens quand même à le préciser parce que c'est un gros travail de leur part, cette journée de transmission. Bien évidemment, un grand merci à Jean-Michel qui l'a mise en œuvre. Donc, vraiment, vraiment merci. Et à Claude-Éric qui nous accueille, parce que nous accueillir dans un lieu pareil, dans un moment de festival aussi important, pour nous c'est très très important. Et puis je voulais aussi bien évidemment avoir une pensée émue pour la personne qui m'a succédé aux Enfants de Cinéma, qui est Eugène Andréanski, qui nous a quittés en 2024. Voilà, et donc c'est important de rappeler qu'Eugène a fait également un énorme travail. Je ne vais pas reprendre l'historique effectivement de la mise en place de notre dispositif, puisque vous avez dans les mains un très très beau document, vous avez certainement tous eu les beaux cahiers de notes que nous avons édités. C'est le dernier, voilà, il est là. Et j'en profite aussi pour dire qu'il y a en vente un très beau livre qu'on ne voit pas beaucoup quand on arrive, mais qui est en plus à un prix soldé festival que nous avons réalisé avec les auteurs des cahiers de notes. Donc, je vais simplement dire pourquoi ce dispositif a marché, pourquoi ça a fonctionné. Ça, c'est important pour moi, parce que je pense qu'il ne serait pas là aujourd'hui avec autant d'enfants, autant d'enseignants concernés, autant de programmateurs de salles, s'il n'y avait pas, au départ, ensemble, effectivement, pensé une action commune d'éducation nationale culture. Voilà, c'était très important qu'au départ, cette action soit pensée ensemble, en complémentarité entre le ministère de l'Éducation nationale et le Centre national du cinéma. Donc ça a été le cas pour École et Cinéma, et c'est pour ça qu'effectivement, il a très très bien fonctionné. Cela a permis d'anticiper toutes les questions et de les résoudre en confiance. Formation, cahier des charges, tarification des billets de cinéma, choix des coordinateurs, éducation nationale et culture, documents sur les films, financement, etc., etc. Tout ça a été pensé ensemble. Parce que le CNC, la direction des écoles, nous ont fait confiance dans le choix des films également. C'est nous qui avons choisi les films, donc l'association Les Enfants de Cinéma. Depuis Le Magicien d'Oz, Le Cirque, Bodane, Le Passager, L'Argent de Poche, jusqu'au film Les Contrebandiers de Moonfleet, La Nuit du Chasseur ou La vie est immense et pleine de dangers, qui ont été initiés dans les 3 premières années. Parce que nous avons pensé les formations ensemble, notamment chaque année un stage national d'une semaine réunissant les coordinateurs éducation nationale et les programmateurs de salles. Parce que nous avons démarré École et Cinéma de manière expérimentale, avec 28 partenaires sur tout le territoire, déjà tous très impliqués dans des actions cinématographiques en direction du jeune public. Il existait une commission nationale, supervisée par Gérard Lefebvre, qui existait, très très intéressante de réflexion sur le cinéma, et je tiens aussi à saluer son travail ici. Et chaque année, nous cooptions 5 lieux, c'est-à-dire que nous les préparions à entrer dans le dispositif. Et donc c'était important parce que quand ils entraient dans le dispositif École et Cinéma, il y avait déjà une importante réflexion sur effectivement le cinéma et les enfants. Parce que nous discutions avec les distributeurs de films, de tirages de belles copies neuves, y compris des versions originales sous-titrées, y compris on a travaillé sur la VO, sur le calibre des versions originales, et sur les contrats, sur des projections publiques, ce n'était pas le cas des autres dispositifs. Nous voulions que les parents puissent voir les films que les enfants voyaient en salle. Et voilà, c'est très important cette relation avec les distributeurs. Et également les tarifs que les enfants payaient en salle, puisque les enfants payaient leur place, ce qui n'a pas toujours été facile avec le directeur des écoles, qui considérait que l'éducation nationale était gratuite et que les enfants, effectivement, ne devaient pas payer leur billet. Donc ça a été une discussion assez longue avant que l'éducation nationale accepte, effectivement, que les enfants paient une place de cinéma quand ils vont voir un film. Parce que nous avons pu choisir notre éditeur. Ça, c'était très, très important, les éditions Elono. Et là, le CNC nous a fait confiance pour choisir donc Yellow, qui était en Belgique,
parce que nous le connaissions bien, nous connaissions leur travail, et donc nous avons pu réaliser les cahiers de notes confiés à des auteurs. Une magnifique collection aujourd'hui de plus de 120 cahiers de notes. Très très belle collection éditoriale. Mais aussi parce que, et surtout, parce que le dispositif a été confié à une association indépendante, les Enfants de Cinéma, composée de personnalités très engagées dans cette réflexion et ces actions, universitaires, réalisateurs, enseignants, programmateurs de salles, etc. On a beaucoup discuté, beaucoup travaillé avant de mettre en place, choisir les films, mettre en place les formations, etc. Et ça, c'était très très important. Les Enfants de Cinéma s'est constitué dès l'origine, en 1994, comme un laboratoire de recherche et d'expérimentation, un outil de médiation et de transmission. Bien évidemment, nous aurions voulu avoir plus d'argent pour les salles, parce que bon, effectivement, c'est souvent très modeste, et plus de formation pour les enseignants. Mais ce dispositif a été et est encore une très grande réussite, grâce à une équipe plurielle, compétente, soudée, dont certains membres sont présents aujourd'hui, qu'ils en soient chaleureusement remerciés. L'association Les Enfants de Cinéma s'est vue retirer arbitrairement la gestion du dispositif. Les cahiers de notes sont maintenant dématérialisés, ce que nous regrettons beaucoup. Mais des centaines de professionnels poursuivent ce travail sur tout le territoire et cela nous fait vraiment très très chaud au cœur. Nous avons transmis un beau projet artistique, culturel et pédagogique pour que les nouvelles générations s'en emparent. Lorsque mes 3 petits-enfants étaient petits, je leur ai montré les films que j'aimais, beaucoup de films. Aujourd'hui, ils sont ados, et c'est eux qui me font découvrir les films qu'ils aiment. Le cinéma est un vrai sésame pour la transmission. Je pense que, hormis les films trop violents, les enfants peuvent tout voir, à condition qu'ils soient accompagnés par un adulte bienveillant sur le canapé ou dans la salle de cinéma. Transmettre, c'est apprendre soi-même, car il faut se réinterroger sur ce que voient les jeunes au quotidien et sur la multiplicité de lectures et d'interprétations. À l'heure du repli sur soi, de la défiance à l'égard des autres, du dénigrement de l'école et du fossé culturel qui se creuse, nous devons poursuivre encore et encore notre démarche artistique et éducative, mais aussi morale et citoyenne. C'est un travail au long cours, avec de moins en moins de moyens financiers, mais lorsque l'on peut le mener avec des professionnels et des enseignants volontaires et passionnés, c'est magique. Depuis plus de 15 ans que je préside l'association Havre de Cinéma, nous avons collaboré chaque année avec 12-13 classes de l'école élémentaire et produit plus de 100 films. Nous faisons intervenir pour toutes les classes des professionnels du cinéma, scénaristes, réalisateurs, ingénieurs du son, etc. Les enfants participent activement à cette petite école de cinéma, voient 3 films en salle, sont présents au festival Jeune Public Les Yeux Ouverts et réalisent leurs courts-métrages. Tous les films sont projetés en grande salle, en présence des familles. Ils s'impliquent, s'expliquent, partagent et donnent à voir et émouvoir. Nous savons que ces enfants, à partir de 8-9 ans, possèdent souvent un téléphone portable, qu'ils ont des codes en commun, qu'ils piochent à gauche et à droite et se bricolent leur propre culture d'image et de son. Lorsque nous intervenons dans les classes, nous ne savons pas ce que les enfants ont vu, ni ce qu'ils font de ces images. Les enseignants sont souvent dépassés d'ailleurs dans ce domaine, mais souhaitent mieux comprendre comment ces images agissent sur leurs élèves. Néanmoins, lors de tout le temps que ces professionnels passent avec eux pour découvrir des œuvres et pour réaliser des films de A à Z, on constate petit à petit la capacité des enfants à mieux hiérarchiser, à dire « je ». Au fil des projections, des rencontres et du travail sur le cinéma, ils construisent du sens, de l'intelligence, mais aussi de l'écart et de l'altérité. Ce terrain d'expérience et de découverte mené sur plusieurs mois permet aux enfants d'acquérir un sentiment nouveau d'écoute et de liberté et donner forme à leur imaginaire. Car cette réalisation se nourrit du rapport à l'autre, de la confrontation et de l'échange. Si nous voulons que ces enfants appréhendent un peu mieux le monde et son réel, si chaotique, cette initiation au regard est très importante. Il ne faut pas lâcher prise, poursuivre inlassablement la recherche de financement de plus en plus improbable pour mener ce travail artistique. Mais je sais que la jeune génération de professionnels du cinéma et d'enseignants aura à cœur de penser de nouvelles actions pour que la rencontre des œuvres cinématographiques et des enfants puisse se poursuivre encore pendant des années.
Je vous remercie de votre écoute. Merci Ginette, c'est très important. Il me semble que tu aies fait entendre combien tout ce que tu as fait à l'initiative et ensuite à la tête pendant longtemps des enfants de cinéma s'inscrit aussi dans des pratiques qui se poursuivent aujourd'hui, qui prennent d'autres formes, qui trouvent des relais, des échos, et que ce dont nous parlons aujourd'hui, toute la journée, c'est à l'initiative des enfants de cinéma et sur la base de cette expérience tout à fait exceptionnelle et particulière, mais c'est aussi, et même surtout, comme une sorte de carburant qui a trouvé, y compris des nouveaux moteurs ou des nouveaux véhicules, ou filer la métaphore comme vous voulez, mais dans tout un tas de pratiques qui ont à voir, et on sera ce matin principalement de ce côté-là, avec le monde de l'enseignement au sens large, qui va de la maternelle à l'université incluse, mais qui a aussi toutes ces autres modalités d'existence interagissantes dans les salles, dans les médias, dans des formes de pratiques de transmission hors cinéma. Carole Tesvara, à qui je vais laisser la parole, incarne d'une certaine manière cette pluralité des formes d'action et de transmission, puisqu'on a redit, Louis Mathieu l'a cité tout à l'heure, j'ai vraiment souhaité qu'on soit au plus près des pratiques. Il y a dans cette salle des gens qui ont une activité théorique majeure sur la transmission et l'enseignement du cinéma, et nous en avons besoin. Hein. Je ne suis absolument pas dans la dépréciation de la pratique théorique, mais il m'a semblé que c'était l'essentiel de repartir de manières de faire, de choses qui ont effectivement été faites, qui se font et qui se feront. Et c'est à ce titre d'abord qu'on souhaite vous entendre. Carole. Bien, bonjour. Moi aussi, je suis émue, bien évidemment. Je voudrais dire quand même, comme on disait quand j'étais jeune, d'où je parle. Parce qu'il y a, à partir du 3e rang, et c'est une grande joie pour moi, beaucoup de jeunes qui sont des étudiants des SP, je le sais, qui sont donc des futurs enseignants ou des enseignants déjà. Et c'est vrai que c'est beaucoup à eux que j'aimerais parler. Je suis spécialiste, hein, je fais ça en 45 à 50 secondes. J'ai enseigné le français en collège, le cinéma en université à Toulouse-le-Mirail. J'ai dirigé les études de la FEMIS, la grande école de cinéma, de 1997 à 2009. J'ai créé le pôle communication de Normal Sup. Et aujourd'hui, je travaille avec ma voisine de gauche sur les séries au Havre. Voilà, 50 secondes, ça suffit, vous savez d'où je parle. Je voudrais vous dire mon émotion de vous voir dans cette salle, mélangé, pas tout à fait, parce que quand même il y a 2 rangs et après c'est différent, mais des figures avec qui j'ai travaillé pendant 30 ans, et puis des jeunes gens que je ne connais pas et qui vont prendre le relais. Et je me dis que c'est ça une des réussites des enfants de cinéma, c'est d'arriver à travailler ensemble, différentes générations, pour faire avancer ce en quoi nous croyons. Il y a une question de valeur dans cette histoire. Et d'abord, je commence par me poser la question de la transmission. La transmission, ce n'est pas forcément vertical, et je crois que dans cette salle, on est assez persuadé que ce n'est pas de ça qu'on a envie. Ça peut être horizontal. Et tu demandais du concret, je me disais, je vais peut-être en donner me concernant, 2 moments de transmission à rebours, 2 boomerangs qui m'ont aidé dans ma vie. Une lycéenne du lycée Pierre de Fermat, dans les lycées, les bacs à 3, qui un jour est venue me voir avec une cassette, grosse cassette. Cronenberg. Elle m'a dit, Carole, vous nous avez montré Mizoguchi et Dreyer, moi je vous montre Cronenberg. J'ai regardé, je suis tombée de ma chaise, je me suis dit, je ne connais pas du tout, je ne comprends pas, mais c'est intéressant. 20 ans plus tard, une jeune femme, élève monteuse de la FEMIS, qui est devenue une très bonne cinéaste à mon avis depuis, Claire Burger, elle m'attend à la sortie de mon bureau de directrice des études avec une cassette un peu moins grosse, mais quand même une cassette. Donc, Carole, j'ai l'impression que vous ne connaissez pas du tout les séries. Vous devriez regarder ça. Et c'était Hellworld. Et là aussi, je suis tombée de ma chaise et je suis tombée dans les séries. Je veux dire par là que
ça marche dans les deux sens. Et qu'effectivement, si on renonce à la verticalité et si on cherche à comment travailler ensemble, ça ne veut pas dire qu'on supprime l'idée qu'on a un savoir, que les enseignants savent des choses et qu'ils sont là pour aussi, comme les exploitants de salles, apporter du savoir. Mais ça veut dire qu'on ne doit pas écraser, et je sais que si vous êtes là, c'est que vous pensez ça, les enfants sous ce savoir. Et peut-être que le plus important, à mon avis, je n'engage que moi en disant ça, de ce que les enfants de cinéma ont apporté à la théorie de l'éducation artistique, à la pratique de l'éveil au cinéma, c'est de conserver vivante la flamme du plaisir. Qu'effectivement, on a toujours dit que c'était important de ne pas renoncer au plaisir des enfants. Et je dirais aussi de ne pas renoncer au plaisir des adultes. C'est-à-dire que quand on est enseignant, on a un plaisir. Après, petite parenthèse, les enseignants ne sont pas obligés d'avoir la vocation. Et comme ils ne sont pas obligés d'avoir la vocation, on ne le demande pas aux bouchers, je ne vois pas pourquoi on le demanderait aux enseignants, eh bien, il faut leur donner une formation, ce qui actuellement devient de plus en plus difficile. Mais en tout cas, cette idée de ne pas renoncer au plaisir, de laisser une place au plaisir, je l'ai entendu de Geneviève Troussier, de Ginette Dissler, de Michel Billou, d'Edith Perrin, de tous les gens avec qui j'ai travaillé dans les enfants de cinéma. Et je dirais qu'il y a un corollaire qui est aussi assez spécifique aux enfants de cinéma, mais que j'aimerais voir se développer chez les jeunes étudiants de l'ESP, c'est le droit à l'ennui. Un enfant, un jeune, a le droit de s'ennuyer pendant un film. Il a le droit de ne pas aimer un film. C'est son droit absolu. Après, on n'est pas là pour leur faire aimer ce qu'on aime forcément. Il me semble qu'on a beaucoup travaillé, de manière très pratique et très concrète, aux enfants de cinéma, à organiser la rencontre, en toute humilité, entre une œuvre que nous pensons exigeante, forte, qui va apporter quelque chose, et un enfant, des enfants, un jeune public. Organiser la rencontre, ça ne veut pas dire, tu vois, j'aime ce film, alors je vais te le montrer, ça c'est un péché dans lequel on tombe quand on est jeune prof, et puis après on se rend compte que ce n'est pas ça qui marche, mais c'est faire que le film soit vu en salle, par exemple, et que ça fasse le choc de autre chose que de voir, et il ne s'agit pas de critiquer ça, sur un petit écran de téléphone, d'ordinateur portable ou de home movie, de le voir ensemble, dans le noir, effectivement, dans la totalité, sans être interrompu. Ça, c'est déjà une exigence. L'autre exigence, malheureusement, elle est difficile aujourd'hui, c'est que les enseignants qui accompagnent cette expérience, ils soient formés. Pour ceux qui ne le savent pas, en moyenne, dans les SP, en moyenne, Angers c'est à part, soyez conscients que vous avez un statut tout à fait privilégié vu le projet d'Angers avec le festival Premier Plan, mais en France en tout cas, c'est entre 9 et 15 heures de formation sur la totalité de la formation au métier de professeur des écoles. Pendant 9 à 15 heures, on vous parle de cinéma et de ce que ça peut apporter aux enfants. Et ça, comme disait notre présidente, il ne faut pas que ça arrive, quoi. Il ne faut pas que ça reste. Il faut essayer de se battre pour obtenir qu'il y ait des formations. Alors, pourquoi est-ce que c'est important ? Je vais tenir maintenant un discours que je ne tenais pas en 92 quand on a avec quelques-uns créé les enfants de cinéma. Avant, je disais simplement, il faut le cinéma, les œuvres d'art, favoriser, mieux qu'à l'école du Louvre, favoriser la rencontre avec une œuvre d'art cinématographique. Maintenant, je dis bien sûr qu'il faut faire ça, mais il y a autre chose qui est en jeu. Dans les cours de récréation, du primaire, des collèges, des lycées, le complotisme va grand train. Le refus de l'esprit critique est quelque chose qui nous menace et qui menace les jeunes générations. C'est pour ça qu'enseignants, exploitants de salles, responsables culturels, on a cette responsabilité. Alors après, comment fait-on ? Est-ce qu'on détruit, on essaie de lutter contre, directement, frontalement ? Il y a des gens qui font très bien ça. Je vous le signale, c'est le Clémy, qui est une organisation qui, je vois que
visiblement vous connaissez, une organisation qui est un comité de liaison sur l'éducation aux médias et à l'information, et qui intervient dans les collèges et lycées pour apprendre à lire les médias et à avoir un esprit critique. Les enfants de cinéma et les gens qui aujourd'hui continuent cette action, l'archipel des Lucioles pour ne pas le nommer, il y a pour eux un enjeu différent. Moi, je pense que la pédagogie du détour, c'est quelque chose de très important. Vous n'y allez pas frontalement contre un gamin qui croit que la Terre est plate. Vous essayez de contourner la chose pour arriver à ce qu'il pense autrement. Si on a montré des films et on a vu un travail au sens le plus noble du terme, au sens où Dubois travaille sur ces films, pas au sens de la rédac qu'on fait juste après, pas ça, eh bien, il y a des chances que l'esprit critique se développe. Moi, à Pessac, j'ai vu un gamin, mais j'ai vu dans l'œil du gamin, j'ai vu qu'il avait compris quelque chose à quoi j'avais renoncé, moi, animatrice du débat sur le KID, j'avais renoncé de parler dans une salle pleine de gamins de 8 à 12 ans. Mais le gamin, il l'avait compris. C'est-à-dire, c'est le moment, vous en souvenez, Charlot est sur le caniveau, il est assis par terre, il a ce bébé qu'il a trouvé par terre dans les bras, et il regarde le caniveau, il regarde le spectateur, il regarde le bébé, et il renonce à mettre le bébé dans le caniveau. Moi, ce que je m'étais dit, bêtement, c'est je ne vais pas parler du regard spectateur, parce qu'il dure moins d'une seconde. Eh bien, ce gamin qui était là dans une salle, comme les gamins qui vont au 400 coups d'Angers régulièrement, et qui ont une éducation du regard, il l'avait perçu. Et il me l'a levé la main, il m'a dit, mais dites-moi, mais il ne regarde pas le spectateur à un moment donné. Je me dis que ce gamin-là, il ne voit pas les actualités comme un enfant qui n'a pas eu la chance d'aiguiser son regard et sa perception. Donc ça, c'est à ça que nous servons. Et effectivement, peut-être que former à l'esprit critique, ça fait aujourd'hui partie de nos missions. Ce n'était pas au premier plan il y a 30 ans, mais la situation n'est pas la même. Comme elle n'est pas la même dans la formation, elle n'est pas la même dans l'état des jeunes enfants. Alors, on a parlé de Geneviève. Je voudrais dire moi aussi quelque chose sur Geneviève. Pour vous qui ne la connaissez pas, les jeunes générations d'ESP, vous imaginez une femme, une belle indienne chez John Ford. Vous voyez ? Une femme magnifique. Et je lui ai téléphoné avant-hier, j'ai dit, qu'est-ce que tu voudrais qu'il soit absolument dit et dont tu as peur que ce ne soit pas dit dans cette journée? Je le dirai à ta place. Et elle a spontanément dit, il faut faire confiance aux enfants. Et j'ai trouvé ça formidable. Je me suis dit que 30 ans après, elle était absolument fidèle à notre façon de travailler, effectivement, et de penser les choses. Alors, j'ai eu hier un grand bonheur. Quelqu'un de l'équipe pédagogique de Premier Plan, Véronique Chara, m'a téléphoné dimanche en me disant « Carole, je sais que vous venez lundi après-midi, mardi après-midi, vous n'auriez pas une heure pour rencontrer les SP ?» J'ai dit « oui, bien sûr ». Et donc, j'ai passé une heure avec une vingtaine de futurs professeurs des écoles. Et c'était magnifique. Parce que, évidemment, je sais, c'est un peu privilégié. Ils sont formés ici avec des gens comme Luc Daniel, avec Xavier Thibault, qui font un travail formidable. Et donc, ils sont déjà aiguisés sur le sujet. Ce n'est pas partout comme ça en France, c'est clair. Mais quand même, ça m'a permis de voir qu'il y avait des secteurs dans lesquels on pouvait continuer à travailler ensemble parce qu'il y avait des choses à apporter. Ces secteurs, c'est par exemple le fait de parler avec sincérité et simplicité et humilité de la culture des enseignants. Elle a changé. Elle a changé. Les enseignants d'aujourd'hui, les moins de 30 ans, ils ont une culture de cinéma, simplement, ils n'ont pas la même que celle des gens de mon âge, qui, évidemment, par définition, ont vu d'autres films, plus de films, quantitativement, et ont vécu différemment la culture cinéphilique. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de se poser la question de comment on travaille ça. Et en particulier, pour ne pas être trop longue, ça s'est vu sur la question du patrimoine. Luc Daniel m'a dit « Tu parles du patrimoine, hein ?» Je me suis dit « Qu'est-ce qu'il veut que je dise ?» Et j'ai compris. Effectivement, c'est vrai, Alain Bergala a raison. Lorsque on est en 2025, pour quelqu'un qui a moins de 30 ans aujourd'hui, un film de 2014, c'est un vieux film.
Et un vieux film, ça demande réflexion. Vous ne diriez pas d'un Giotto que c'est un vieux peintre. Et vous ne diriez pas d'une œuvre de Titien que c'est une vieille peinture. Donc, considérons le cinéma comme un art et voyons que en cinéma comme en peinture, il n'y a pas de progrès. Un Giotto n'est pas inférieur à un Picasso. Peut-être est-il, et probablement, inférieur à un peintre contemporain qui est nul. Mais ça n'est pas de ce côté-là que ça se joue, le progrès. Ah, il y a des progrès techniques, évidemment, ça, bien sûr, on est tous d'accord là-dessus. Mais considérons le cinéma comme un art. Et à partir de ce moment-là, on a une vivacité, on a la possibilité de mettre en œuvre cette transmission des deux côtés, avec le fait que les enfants peuvent vous montrer des films que vous n'avez pas vus. Peut-être qu'ils sont moins intéressants, penserez-vous, que ceux que vous voulez leur apporter, mais vous avez tout intérêt à écouter ce qu'ils vous apportent, à regarder ce qu'ils vous apportent, sans les regarder de haut. Il y a Jean-Pierre Daniel dans la salle, je vais citer le grand Deligny, ne vous penchez pas sur les enfants, vous pourriez tomber. Ça reste une règle d'or. Donc c'est vrai qu'effectivement, cette question de la culture, eh bien, ce n'est pas à voir de manière encyclopédique, c'est à voir avec votre groupe classe, à quoi ça ressemble cet organisme que vous avez devant vous, qui est vivant, qui n'est pas le même que la classe d'à côté. Qu'est-ce que vous allez leur apporter? Comment est-ce qu'on travaille? Le choix des films, les enfants de cinéma ont travaillé avec le CNC très fortement à cette époque-là, aussi avec le ministère de l'Éducation nationale, on aimerait beaucoup que ce soit le cas en ce moment, sur choisir des films qui vont intéresser les enfants. Et c'est vrai qu'il faut bosser après. Parce que quand vous avez un film qui parle d'une culture éloignée, c'est vrai que soi-même, aller regarder un petit peu de près la culture en question, pouvoir répondre aux questions des enfants, circonstancier, ça permet, par exemple, de justifier devant des parents qui s'inquiètent le choix d'un film. Vous savez très bien de quoi je parle. Mais circonstancier, c'est quelque chose de très utile, effectivement. Donc voilà, j'aimerais pour terminer juste ne certainement pas parler à la place d'Alain Bergala, j'en suis pas capable. Moi, il m'a appris trop de choses pour que je prétende parler à sa place, mais juste vous citer, puisqu'il ne peut pas être là, vous citer quelques phrases du texte qu'il a écrit pour nous, adresse aux gens de l'ESP. Il y a un livre qu'il faut absolument que vous lisiez. Ça s'appelle L'hypothèse cinéma. C'est Alain Bergala qui l'a écrit. Édition, il y en a une première, une deuxième en 2006 au Cahier du cinéma. C'est remarquable. La première partie, vous allez voir, vous allez vous dire, mais je connais déjà ça. C'est parce qu'en fait, il l'a écrit dans les années 90 et qu'entre-temps, ses idées sont pénétrées toutes les couches de la population qui travaille autour des films de cinéma. La deuxième partie, je l'ai relue récemment, elle est extraordinaire. Elle parle de la pratique, c'est encore valable. Je vous assure, si vous hésitez à vous lancer dans la pratique avec vos élèves, lisez ça, ça va vous faire du bien. Alors voici ce qu'il dit. Il dit il reste peut-être un peu pensé, sinon mal pensé, dans la question de la transmission, c'est la question du statut du transmetteur. C'est vrai qu'effectivement, qui sommes-nous pour passer, hein? Il dit un petit peu plus loin qu'il a, et ça je pense que Ginette est d'accord, il faut le dire, il a vraiment influé dans l'écriture des cahiers verts sur le choix de l'écriture personnelle. C'est-à-dire qu'il a poussé les enfants de cinéma à se tourner vers des critiques de haut niveau, des gens qui écrivaient dans les cahiers par exemple, pour qu'ils écrivent de manière personnelle, c'est-à-dire non pas théorique comme à l'université, mais avec un jeu pas narcissique, simplement un regard, un point de vue, puisque quand même c'est beaucoup ce qu'on essaie de montrer aux enfants, c'est cette histoire du point de vue, et effectivement que ce soit dans la pratique de ce qui s'appelle le point de vue d'ailleurs dans les cahiers de notes. Et je voulais aussi signaler à quel point il nous a apporté son regard fort dans la théorie et la pratique des enfants de cinéma quand il parle de l'approche comparatiste. C'est-à-dire que il avait, dans l'hypothèse cinéma, mais aussi dans une histoire de plan, il avait fait un travail sur la comparaison entre des extraits de films. Et ça rentrait, si vous voulez, pas de manière voulue de sa part, mais l'histoire de la recherche fait ça,
c'est que ça rentrait en continuation de ce que des profs de français, dans une association qui s'appelle toujours l'Association française des enseignants de français de la maternelle à l'université, avaient mis comme théorie de base. Vous lisez une œuvre complète et autour, en étoilement, vous mettez des extraits. Entre Alain Bergala et la FEF, on a fait tout un travail de comparaison sur la plateforme Nanook et Alain nous a vraiment beaucoup aidés. Merci beaucoup, Carole. Je crois que je n'ai pas besoin de souligner combien c'est riche ce que tu as partagé avec nous, et merci d'y avoir aussi convié et Geneviève et Alain qui ne pouvaient pas être avec nous. Je propose, comme on a un tout petit peu démarré en retard, qu'on continue d'avancer, mais en essayant de garder bien vif tout ce que tu as suscité ou évoqué avec nous, pour que dans la deuxième partie de la matinée, on puisse éventuellement y revenir, y compris en écoutant les jeunes gens à qui tu t'adressais en particulier. On aura plusieurs fois dans cette journée, et c'est très important, évoqué les enjeux de l'adresse, de qui parle et à qui. Tu as commencé en disant d'où je parle, donc on y était déjà. Juste si tu permets, Oui. un colloque, colloquior, c'est parler avec. Oui. Merci pour l'étymologie.